En cette année 1975, la petite île de Tiga paraît bien isolée, toujours à l'ombre de ses sœurs de l'archipel loyaltien. Ce jour-là, ses habitants s'apprêtent à recevoir une délégation de la Grande Terre. Comme toujours, c'est le vieux babicar d'Émile Oualepane qui va transporter les visiteurs sur Tocanod. À leur tête, Jean-Marie Tjibaou. L'ancien prêtre, redevenu laïque, a entrepris un fastidieux pèlerinage dans tous les pays kanaks. Partout, il veut mobiliser les hommes et les femmes des tribus pour organiser le premier grand festival culturel, Mélanésia 2000. De coutumes en coutumes, de palabres en visite, lui, sa femme Marie-Claude et toute une équipe d'organisateurs vont convaincre, fédérer, puis rassembler. Le 3 septembre 1975, malgré les réticences et les oppositions de ceux qui dénoncent une folklorisation de leur propre culture, Mélanésia 2000 ouvre ses portes. Des milliers de visiteurs prennent le chemin de Plage 1000 à Nouméa pour découvrir un grand village kanak. Sur les lignes de crête de cet amphithéâtre naturel, les cases de toutes les aires coutumières. Caméra au point, des familles européennes vont découvrir la culture de ceux qu'ils ont toujours simplement côtoyés. Une culture millénaire qui a bien souffert. La colonisation, bien sûr, mais aussi ce récent boom, cette vie urbaine à l'occidental, loin des racines. Le défi de Mélanésia 2000, c'est de se montrer soudainement dans la lumière, de raviver la fierté dans les gestes, les paroles ou les danses, ouvrir sa case aux autres. Je remercie les gens du Sud d'avoir amené ce soir l'ensemble des délégations. Voilà le premier geste coutumier. Jacques Yekawé, futur haut fonctionnaire, s'est investi dans le projet. Il est chargé des finances de Mélanésia 2000, mais c'est avant tout un enfant de Tiga qui lance les coutumes d'entrée. De l'authenticité culturelle dans ce monde désormais affolé par la voracité marchande. Un succès. 50 000 visiteurs. Jean-Marie Tjibaou avait fait un pari. Il rafle la mise qui fera sa fortune politique. La suite, eh bien, on la connaît. Il va être, à partir de cette auréole médiatique qu'il avait obtenue avec le festival, rentré sur la scène politique. D'abord à la mairie d'Yinghen, où aux élections municipales de mars 1977, il sera élu maire. Et il faut signaler d'ailleurs qu'il est élu maire en dissidence par rapport à l'Union calédonienne, parce que l'Union calédonienne de la vieille école, on va dire, de la vieille garde, avait désigné un autre candidat. Et c'est Jean-Marie Tjibaou qui est élu. Et dans la foulée, il va se retrouver au congrès de 1977 que l'UC tient. Eh bien, il va obtenir le poste de vice-président. Et alors là, ça va être bien sûr le début de sa carrière politique. 3 mois après Mélanésia 2000, la mort d'un jeune homme en plein Nouméa ne peut pas passer pour un simple fait divers. Richard Kamouda a été tué par un policier. Le scénario tragique commence par une beuverie nocturne au Square Ollery. Une bagarre générale, l'intervention d'agents de police, vite submergés. L'un d'entre eux tire, Richard Kamouda s'effondre. Un jeune mélanésien abattu par un policier d'origine européenne. Accident pour certains, crime raciste pour d'autres. Il n'en faut pas plus pour déclencher plusieurs manifestations et moments de tension. Le 28 décembre 1975, 200 hommes et femmes en colère réclament justice aux autorités. Le policier sera plus tard jugé et condamné. Le contexte est à l'agitation et l'affaire Kamouda va alimenter la fougue
de militants nationalistes kanaks. Des groupuscules radicaux, 1878 et Foulard Rouge, vont ce jour-là entreprendre leur fusion qui débouchera en 1976 sur la création du PALICA, le Parti de libération kanak. La vieille Union calédonienne, déjà affaiblie par des divisions, mais toujours installée dans les institutions, hésite encore entre autonomie et indépendance. L'UC, qui était un parti uni monolithique jusqu'au début des années 70, elle avait perdu son aile modérée avec le MLC, son aile radicale avec Yann Séléné, qui avait fondé d'abord l'Union multiraciale, puis ensuite le FULC. Son parti lui-même, à la suite de purges successives, s'était divisé et avait donné naissance à l'Union progressiste multiraciale de Edmond Équirial ou bien de André Gopira avec Jean-Marie Laurent. Donc on s'aperçoit de ce côté qu'on arrivait déjà à partir d'un seul parti à 4 partis différents, rien que dans la mouvance autonomiste. L'année 76 n'est pas simplement une année de crise politique. Comme toujours en Calédonie, c'est à la santé du nickel qu'on jauge l'économie de l'archipel. Et ses résultats sont catastrophiques. La SLN réduit constamment sa production, de 71 000 tonnes en 1975 à 37 000 en 1978. Le marché mondial du nickel est en crise, victime de la dévaluation du dollar américain et de l'émergence de producteurs asiatiques. Compression de personnel, plus que 2000 salariés à la SLN. Il y en avait 4000 3 ans plus tôt. Les élus votent alors un pacte de stabilisation fiscale pour le nickel. Le budget du territoire s'en ressent, accuse un déficit d'1 milliard. C'est l'austérité tant redoutée. Conséquence, l'économie calédonienne vacille. Apparition du chômage, 4100 emplois. Près de 2000 expatriés du boom rentrent en métropole. Crise dans le BTP, dans les commerces, dans les services. En langage journalistique, sur FR3 Nouméa, un climat des affaires largement dégradé. La situation la plus difficile, elle se situe dans l'automobile, 40% de baisse. Dans l'ameublement, 40% également. Dans l'électroménager, 20% de baisse. Le nombre de logements achevés a baissé de 11%, celui des permis de construire de 43%. On voit dans beaucoup de secteurs d'activité le chômage progresser. C'est d'ailleurs à cette occasion que sera mis en place ce qui n'existait pas auparavant, une caisse d'assurance chômage dont la gestion sera confiée à la CAFAT. La CAFAT gérait jusqu'à présent les allocations familiales, les accidents du travail, les retraites, la santé, mais on va créer une caisse d'assurance chômage qui sera bien sûr alimentée par des cotisations des employeurs et des salariés. Comme Olivier Stern, secrétaire d'État au Dom-Tom, l'avait annoncé, la Calédonie retrouve plus d'autonomie en décembre 1976. Mais, syndrome de l'île la plus proche du paradoxe, l'économie du Caillou devient de plus en plus dépendante des transferts financiers de la métropole. La dépense publique représente désormais 60% du PIB. Olivier Stern, un ministre au contact de la diversité calédonienne. Lors de sa première visite, il va rencontrer les populations des îles et de l'intérieur. Le haut-commissaire de l'époque, Jean-Gabriel Herriot, lui a concocté un programme au pas de charge. Un programme qui va lui permettre de se rendre compte des déséquilibres entre Nouméa et le reste de la Calédonie. C'est peut-être lors de cette tournée que naît l'idée de donner un coup de pouce à l'économie en dehors de la capitale. En tout cas, le gouvernement crée le fonds d'aide au développement de l'intérieur et des îles après la visite ministérielle. Le FADIL doit favoriser le décollage économique de petites infrastructures. La pêche artisanale, l'agriculture, l'élevage ou le tourisme
ces secteurs vont être appuyés par les aides de l'État. La plupart des bénéficiaires seront des Kanaks, amorce de rééquilibrage. Ce jour-là, la télé se penche sur le cas de la famille de Nicaise-Willemont. Les 13 millions d'aides de l'État lui ont permis de monter sa propre station-service au Mont d'Or. C'est très intéressant, surtout pour nous Mélanésiens, quoi. Hein. C'est très intéressant parce que, premièrement, ça nous aide à faire quelque chose de bien, parce qu'à l'heure actuelle, pour avoir une bonne clientèle, il faut avoir tout le matériel pour travailler. On ne peut pas travailler comme dans le temps, vous voyez. Maintenant, il faut avoir des élévateurs, des machines à laver les vapeurs, pour laver les voitures, tout. Un cas à part, car la plupart des subventions sont aussi là pour ancrer les attributaires dans la vie tribale. Et ce, au moment où les emplois urbains ou miniers se font rares. À l'époque, le secteur agricole regroupe 29% des actifs. Loin de la brousse, les partis politiques calédoniens se sont multipliés. Depuis que l'Union calédonienne a perdu sa majorité, que la droite a explosé, 10 courants sont représentés à l'Assemblée territoriale. Cacophonie en période de crise. L'État va d'ailleurs instaurer un seuil de représentativité de 7,5% des inscrits pour éviter ces scénarios d'éparpillement politique et pour assurer des majorités. 77 sera l'année des cristallisations et des regroupements. Tout commence à Nouméa, sous un chapiteau importé d'Australie par Jacques Lafleur, un conseiller de gouvernement élu de droite. Jacques Lafleur, ou la rencontre d'une personnalité et d'une époque. Le propre fils du sénateur Henri Lafleur, et comme lui, homme d'affaires, va fédérer les sensibilités hostiles à l'indépendance. En s'imposant comme chef du camp non indépendantiste, il va fonder le RPC, le Rassemblement pour la Calédonie, un grand mouvement multiracial. Dans l'élan fédérateur, des membres de l'entente démocratique et sociale, mais aussi des gaullistes, les Mélanésiens protestants de l'AICLF, de jeunes giscardiens et des wallisiens et foutouniens, tous favorables au progrès économique et social et à une décentralisation administrative dans le cadre de la République. Tous conscients de la menace indépendantiste. Un rassemblement qui remporte les territoriales de 77 et devient le premier parti calédonien face à l'UC. Un an plus tard, Jacques Lafleur est élu député. À Paris, il va se rapprocher du RPR de Jacques Chirac. L'ancien Premier ministre de Giscard est d'ailleurs invité en Calédonie en juillet 78. Et à la suite de cette visite, le RPC deviendra le RPCR. Des Calédoniens à Paris. En cette année 78, l'axe Paris-Nouméa s'illumine du charme de Pascal Taouroua. Notre Miss Calédonie est élue Miss France. De retour au pays, elle entraîne les Calédoniens dans un vent de légèreté, d'admiration et de fierté. Mais la Miss a son caractère. 6 mois après son élection, elle rendra sa couronne, trop indépendante pour être l'objet du comité Miss France. Retour en arrière, en mai 77, l'UC, qui quelques mois plus tôt comptait encore de nombreux Européens dans ses militants, va prendre un virage mono-ethnique lors d'un congrès historique à Bourail. C'est vraiment le congrès où va se discuter l'option définitive de l'Union calédonienne entre un parti autonomiste à tout jamais ou un parti qui considère l'autonomie comme une transition, comme une étape vers l'indépendance. Les discussions ont été très dures au sein de ce congrès. Un homme qui était le président de l'UC et qui va le rester après ce congrès, Ruud Pidgeot, qui était député,
était lui-même assez déchiré sur ce point de vue. Mais ceux qui vont mener la bataille pour que la motion finale soit votée et opte comme une autonomie sur un programme d'autonomie mais préparatoire à une indépendance, c'est cette tendance qui va l'emporter. Et cette tendance, elle était animée par Jean-Marie Tjibaou, entouré par ceux qui étaient autour de lui et qu'on a appelé un petit peu comme la jeune garde. Hein. Il y avait là Yewene, il y avait Éloi Machoro, il y avait François Burck, hein, et il y avait aussi Pierre Declercq, hein, Pierre Declercq, qui lui était un homme doctrinaire. Adieu la devise fraternelle « deux couleurs, un seul peuple ». Les jeunes radicaux Tjibaou, Machoro, Yewene, Declercq et Burck ont pris le pouvoir. La question de l'indépendance kanak devient alors l'axe central du débat politique calédonien. Pour la majorité des Européens, cette option politique annonce le pire, le racisme anti-blanc, les violences, l'exil. Lorsqu'une descendante de colons est assassinée à Poindimié, les craintes se concrétisent. La maison de Madame Charline Trouillot est située à environ 7 minutes de Poindimié, sur la rive gauche de la rivière Ina. 45 hectares, là, en bordure de rivière, dans la vallée, et un petit peu sur les collines. Voici la maison. Devant la caméra, la voisine de Madame Trouillot refait le dernier parcours de l'agricultrice sexagénaire, tuée de 2 balles, en pleine nuit. On ne retrouvera jamais l'assassin. Inquiétude des colons. Ils seront 200 à manifester devant la mairie du village au lendemain du meurtre. Mais Poindimié devient le centre des revendications foncières. La question des terres mobilise alors largement chez les indépendantistes. Le haut-commissaire de l'époque, Jean-Gabriel Herriot, estime que 120 000 hectares sont revendiqués par les tribus. En parallèle, il déplore que sur les 330 000 hectares de propriétés coutumières, seulement 12 000 ont vu le passage d'un engin agricole. La question foncière. Paul Dijoux, le nouveau secrétaire d'État à l'Outre-mer, va en faire son cheval de bataille. Paul Dijoux, un ministre omniprésent, 13 visites en 3 ans. Sa réforme foncière passe par le terrain. Il part à la rencontre des gens de l'intérieur. Tribus, stations, coutumiers et broussards recevront le ministre giscardien. À la fin de son premier séjour, en juillet 78, les élus de l'Assemblée territoriale vont découvrir la philosophie de la réforme foncière, le plan Dijoux. Entre le désir des uns de continuer à exploiter leurs terres, l'aspiration séculaire des autres de retrouver la terre de leurs ancêtres, il faut chercher des compromis. Et tant que nous n'aurons pas trouvé ces compromis, eh bien, il y aura des oppositions entre les hommes. Je l'ai constaté dans la brousse, où des colons ont des difficultés avec les tribus voisines. Je l'ai constaté en écoutant les Mélanésiens me dire qu'ils étaient privés des terres de leurs ancêtres. Eh bien, il faut trouver des solutions. La bonne volonté ne suffira pas, car le déséquilibre est important. 10% de terres coutumières, 90% de terres privées ou domaniales. 40 000 hectares sont rachetés par l'État pour être redistribués aux tribus. Le monde rural est inquiet, mais plein de ressources. Le plan de relance agricole va fonctionner à plein en ces années de retour à la terre. Augmentation des productions, valorisation du secteur. C'est aussi la naissance de la foire de Bourail et des premiers rodéos à Pointe-Boute, à Coné, épiques. Le
tourisme est aussi en plein développement. Malgré un retard considérable, la fréquentation a plus que doublé. 79 000 touristes. Les Bronzés ont investi le Château Royal. 1979, c'est l'ouverture du Club Med à Nouméa. Des taux de remplissage à faire rêver. On parle d'un boom touristique. Mais il y a des réticences. À l'île des Pins, on ne veut pas du Club Med. Les habitants vont le faire savoir au ministre Paul Dijoux. Difficile de décréter le bonheur du peuple kanak. En ces années de contestation tous azimuts, les partis indépendantistes vont adopter une stratégie de coalition. En juin 79, un front qui va marquer les années futures, le front indépendantiste, va regrouper l'UC, le Palika, le FULC et l'UPM. Une délégation indépendantiste est allée à Paris pour nouer cette fois-ci des contacts politiques avec les partis de la gauche qui étaient à l'époque dans l'opposition. Eh bien, des entretiens vont avoir lieu avec le Parti socialiste et le Parti communiste français. Et à la suite de ces entretiens, 2 déclarations communes, Parti socialiste, Front indépendantiste d'une part, et puis Parti communiste français et Front indépendantiste d'autre part. Donc 2 déclarations communes vont être signées et par lesquelles les 2 partis français de gauche s'engageaient à soutenir une politique d'autodétermination pour la Nouvelle-Calédonie s'ils arrivaient au pouvoir. À la mi-juillet 79, c'est la 2e visite présidentielle de l'histoire du pays. Valéry Giscard d'Estaing a mis la brousse sur son agenda de visite. À Bourail, capitale rurale, gérée par le giscardien Jean-Pierre Haïfa, il revient naturellement sur le problème foncier. Toujours cette nécessité d'apaiser. La réforme foncière déjà entreprise devra se poursuivre avec le concours et la compréhension de tous. Elle se fera bien entendu méthodiquement, sérieusement et dans l'ordre. Les quelques 140 000 Calédoniens de l'époque ont besoin d'être rassurés. Car le climat politique est de plus en plus lourd. Manifestations, revendications, violences se généralisent. À la moindre occasion, on déploie les banderoles, on exhorte à la révolte. Même la grande braderie de Nouméa est touchée par ces confrontations physiques. Il y aura aussi ces meurtres, élucidés ou pas. À Calagomène, un gendarme est tué, puis un ouvrier agricole kanak. À Borindy, 8 gendarmes sont victimes de tirs. Cette impression qu'on peut tuer ou blesser presque en toute impunité. La société calédonienne se crispe encore un peu plus avec l'indépendance du Vanuatu en juillet 80. Adieu les Hébrides pour 2500 Français, contraints de prendre l'avion, de tout abandonner, de s'exiler à Nouméa. Comme la préfiguration, l'écho d'un scénario qu'on prête aux indépendantistes kanaks. La valise ou le cercueil, la hantise de toute une population attachée à son caillou. Arrive la campagne pour l'élection présidentielle de 1981. La mère des batailles, puisque de part et d'autre, on impute aux candidats des intentions radicalement opposées sur la Calédonie. Une élection nationale? Non, déjà presque un référendum sur l'indépendance. Localement, Giscard récolte plus de 65% des voix. Mais la métropole a élu François Mitterrand. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
indépendantistes et non indépendantistes, pense qu'il va accorder la souveraineté au pays. Grave erreur. Les espoirs comme les craintes vont achever de diviser un pays devenu terre violente.